Une lettre écrite avec du sang, que voulait dire cette femme? Bienvenue dans les dossiers. Je suis votre hôte, Étienne. D'où venez-vous aujourd'hui? Vos commentaires sont importants. Résolvons ensemble ce mystère qui fait froid dans le dos. Le matin où la lettre a été trouvée, la brume épaisse et immobile recouvrait les collines du Surrey, enveloppant Willowbank Manor d'une pâle lueur fantomatique. Même à 11 heures, la grisaille lourde s'accrochait obstinément à l'allée sinueuse, aux haies d'ifs taillées et au grand portique de la maison. C'était comme si le monde entier retenait son souffle. À l'intérieur, l'ambiance n'était pas moins oppressante. Miss Béatrice Charteris, riche, formidable et largement connue pour son excentricité et sa langue acérée, avait prévu un rassemblement d'une importance particulière. Les membres de la famille et les proches collaborateurs ont été convoqués pour le week-end, sous le mince prétexte de simples retrouvailles. Cependant, tout le monde savait que Miss Charteris avait l'intention d'annoncer des révisions à son testament, des révisions qui modifieraient l'avenir de Willowbank et l'immense fortune qui y était attachée. Mais Béatrice Charteris n'est jamais arrivée au petit déjeuner ce matin-là. C'est la femme de ménage, Elsie Prentice, une jeune fille simple et nerveuse de 19 ans qui l'a trouvée. La porte du bureau de Miss Charteris était entr'ouverte. Prentice, portant le courrier du matin sur un plateau d'argent, avait frappé doucement et appelé. Comme il n'y eut pas de réponse, elle poussa la porte plus large et entra. Là, affalée sur le large bureau en acajou, se trouvait Béatrice Charteris, tout à fait immobile et indubitablement morte. Le sang s'était accumulé sous sa tête, tachant une liasse de papier parchemin épais et coulant sur le riche tapis persan. Le plus effrayant de tous, griffonné d'une main tremblante sur le parchemin, ce sont les mots maculés et incomplets. Dit « Edou ». Le reste du message était masqué par une dernière ligne de sang. En moins d'une heure, l'inspecteur Morton de la police locale était arrivé, convoqué par le majordome, M. Hargreaves, qui maintenait un calme remarquable même face à la calamité. L'inspecteur, un homme pragmatique et aux larges épaules, a immédiatement bouclé le bureau et a commencé une enquête préliminaire. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Aucune arme n'a été trouvée. Les bijoux et objets de valeur de Miss Charteris sont restés intacts. Les porte-fenêtres étaient verrouillées de l'intérieur. Il semblait presque impossible qu'un étranger puisse entrer ou sortir sans être détecté. Alors que la maison rassemblée tremblait dans le grand salon, un espace caverneux avec des tapisseries décolorées et de lourds meubles victoriens, un consensus rapide a commencé à se former. Le meurtrier devait être l'un d'entre eux. Il y avait Edward Charteris, le neveu charmant mais perpétuellement endetté, qui avait toujours vécu au-dessus de ses moyens. Sa sœur, Miss Laura Charteris, une femme délicate au tempérament poétique et à l'amertume secrète. Le colonel Archibald Fanshawe, militaire à la retraite et cousin éloigné, dont la sévérité cachait à peine un ressentiment tenace. Sa Madame Constance Wilmot, compagne de toujours de Miss Charteris, dévouée mais négligée dans les nouvelles rumeurs de testament. Et le jeune Julian Croft, le secrétaire, intelligent, ambitieux, et, murmurait-on, aussi ambitieux. 5 suspects, 5 motifs plausibles. L'inspecteur Morton a fait de son mieux. Il a interrogé les témoins, inspecté la scène du crime, et a même appelé le médecin du village. Mais dans l'après-midi, un malaise tenace s'était installé en lui. Il y avait trop de contradictions. La chronologie était confuse, les comptes répétés, les émotions étrangement creuses. C'est à ce moment-là que M. Hargreaves, le majordome, s'éclaircit la gorge très respectueusement et suggéra, avec la plus grande déférence, que peut-être une plus grande autorité pourrait être consultée. « Je sais, monsieur », a déclaré M. Hargreaves, ses yeux bleu pâle scintillant légèrement, que M. Hercule Poirot réside actuellement au King's Arms Hotel à Godalming, à seulement 15 minutes de route d'ici. Si vous souhaitez engager un spécialiste, l'inspecteur Morton a hésité, la fierté provinciale étant en guerre avec la prudence professionnelle, mais il a finalement hoché la tête. « Oui », dit-il brièvement, «
Envoyez le chercher. 1 heure plus tard, une Daimler noire s'arrêta devant le chemin de gravier devant Willowbank Manor. En sortit un homme de taille moyenne, impeccablement vêtu d'un costume gris foncé, avec des chaussures en cuir verni qui brillaient malgré l'allée boueuse, et un chapeau melon perché précisément sur sa tête. Hercule Poirot ajusta ses gants, effaça une tache inexistante de sa manche et examina le manoir avec un regard critique. « Ah, la campagne anglaise !» murmura-t-il. « Si serein, si paisible, et pourtant sous, toujours, les passions bouillonnantes du cœur humain. » Il fut introduit dans la maison avec la plus grande déférence. L'inspecteur Morton l'accueillit avec un mélange de soulagement et de formalité. « Je m'excuse pour les circonstances, monsieur Poirot, » a déclaré Morton. « Mais il semble que nous ayons affaire à un cas diablement grave. Une femme est morte, et elle a réussi à écrire quelque chose avec son propre sang avant de mourir. » Les sourcils de Poirot se haussèrent délicatement. « Mon Dieu, un message d'outre-tombe? Incomplet, » dit sombrement Morton. « Nous pensons que cela pourrait désigner son neveu, Edward Charteris. Mais rien n'est sûr. » Les yeux sombres de Poirot brillaient d'intérêt. « Il est rare, inspecteur, que les morts nous assistent. Le plus souvent, ils nous laissent dans le silence, et c'est aux vivants de se trahir. » Il demanda à voir. D'abord le bureau, pendant que la lumière du jour, aussi faible soit-elle, subsistait. Morton a ouvert la voie. Poirot entra lentement dans le bureau, savourant chaque détail. Il remarqua une légère tache sur le bord du bureau, là où une main avait glissé, le motif des taches de sang, la position particulière de la chaise, de bureau légèrement éloigné du bureau, comme si quelqu'un d'autre se tenait là. Une légère éraflure presque invisible sur le tapis. Il observait tout, et ne disait rien. Finalement, Poirot se tourna vers Morton, les mains soigneusement jointes derrière le dos. « Avant d'aller plus loin, inspecteur, je dois demander qui sont les membres de cette réunion, chacun sans exception, et qui avait des raisons de souhaiter la mort de mademoiselle Charteris. » Morton hocha sombrement la tête. « Je vais faire en sorte qu'ils soient rassemblés, monsieur. » Dans le salon, le sourire de Poirot était très petit et très précis. « Excellent. Alors nous commencerons, inspecteur Morton. Nous appliquerons la méthode, la psychologie, et nous trouverons la fissure dans la façade. » Le salon du Willowbank Manor, autrefois destiné aux après-midi tranquilles et aux conversations tendues autour du thé, avait pris une sombre formalité. De lourds rideaux de velours atténuaient la lumière du jour, et le feu crépitant dans le vaste foyer en pierre n'offrait qu'un maigre confort. Les suspects, car il n'y avait plus de prétention, furent rassemblés à la demande de Poirot. Chacun occupait un espace distinct dans la pièce, comme si la distance physique pouvait être synonyme d'innocence. Poirot, debout devant le feu, les mains soigneusement derrière le dos, les observa tous attentivement. L'inspecteur Morton s'éclaircit la gorge. « Monsieur Poirot souhaite vous parler des événements de ce matin. J'espère que vous coopérerez pleinement. » Poirot inclina légèrement la tête, son regard balayant le groupe. « S'il vous plaît, » commença-t-il d'une voix précise, « procédons à la mise en ordre. J'entendrai chacun de vous, qui vous êtes, vos relations avec mademoiselle Charteris, et tout ce que vous avez pu observer ce matin. » Il tourna d'abord son attention vers un grand homme brun d'environ 35 ans, impeccablement habillé, mais avec une agitation indubitable dans son allure. « Vous êtes monsieur Edward Charteris, n'est-ce pas ?» Edward eut un sourire serré. « Neveu, le préféré de tante Béatrice. Du moins c'est ce qu'elle disait. » Il rit brièvement. « Même si, dernièrement, on l'aurait à peine deviné. » Poirot inclina la tête, remarquant l'amertume qui se cachait sous cette légèreté. « Combien de temps avez-vous été en résidence, monsieur ?»« Depuis vendredi. Tante Béatrice nous a tous convoqués, voyez-vous. Elle nous a dit qu'il y aurait des nouvelles importantes. » Concernant le testament, Edward haussa les épaules. « C'est ce que nous pensions tous. » Poirot hocha la tête une fois de plus et se tourna vers la femme mince, assise rigidement dans une chaise à haut dossier, les mains fermement jointes sur ses genoux. « Mademoiselle Laura Charteris,
dit-il doucement. Laura Charteris, la sœur, cadette d'Edward, avait une apparence délicate, presque éthérée, un visage en forme de cœur encadré par des boucles sombres et de grands yeux gris hantés. « J'ai toujours vécu ici, dit-elle, sa voix étant à peine au-dessus d'un murmure. Tante Béatrice nous a élevés, Edward et moi, après la mort de nos parents. C'était ma maison. » Poirot l'étudia pendant un moment. « Vous n'avez rien entendu ou vu d'inhabituel ce matin ?» Laura secoua misérablement la tête. « J'ai entendu Elsie crier, c'est tout. » Poirot s'accorda une brève pause avant de passer au troisième personnage, un homme fortement bâti au teint rougeâtre et à l'allure militaire raide. Le colonel Archibald Fanshawe. « Vous, monsieur, êtes le cousin ?»« Deuxième cousin, » grogna Fanshawe. « J'ai connu Béatrice toute ma vie. Je l'ai visitée assez souvent. Je ne me suis jamais soucié de ces foutus théâtres, remarquez. »« Du théâtre ?» demanda doucement Poirot. Fanshawe renifla. « Toutes ces absurdités de rassembler la famille. Elle adorait nous faire danser comme des marionnettes sur un fil. Et vous êtes arrivé quand, colonel ? Vendredi soir, comme les autres. » Poirot inclina la tête et tourna son attention vers l'occupante suivante, une femme d'une soixantaine, d'années, aux cheveux gris fer et au visage à la fois simple et effacé. Madame Constance Wilmot. « Et vous, madame ? » « J'ai été la compagne de Miss Charteris pendant près de 20 ans, dit doucement madame Wilmot. Je l'ai soignée personnellement. Elle m'a fait implicitement confiance. » Poirot remarqua le léger tremblement dans ses mains et la façon dont son regard parcourait la pièce. « Vous viviez ici à Willowbank ?»« Oui, monsieur Poirot. J'avais ma propre chambre au 3e étage. Et ce matin, j'étais encore habillé quand la nouvelle est arrivée. » Poirot hocha légèrement la tête et s'adressa finalement au dernier personnage, un jeune homme d'une vingtaine d'années aux traits acérés et aux yeux vifs et intelligents, Julian Croft. « Vous êtes le secrétaire, monsieur Croft ?» Julian baissa légèrement la tête. « Oui, monsieur. J'ai géré la correspondance de Miss Charteris, ses relations commerciales, ses finances personnelles. J'ai aussi, occasionnellement, transcrit ses lettres dictées. Et tu étais ici depuis combien de temps ? » « Je vis ici depuis 18 mois. » Les sourcils de Poirot se haussèrent presque imperceptiblement. « Vous êtes donc plus qu'un simple visiteur. »« Oui, » dit Julian d'une voix ferme. « Je connaissais très bien ses habitudes. » Poirot laissa un moment de silence s'imposer sur le groupe. Il marcha lentement vers le centre de la pièce, ses petites chaussures cirées ne faisant aucun bruit sur l'épais tapis. « Et maintenant, messieurs et mesdames, dit-il doucement, permettez-moi de demander, est-ce que quelqu'un, n'importe qui, a vu mademoiselle Charteris après le dîner hier soir ?» Il y eut un murmure de confusion. Edward Charteris parla le premier. « Elle s'est retirée tôt. Elle a dit qu'elle avait beaucoup de choses à faire avant le matin. Aucun de nous ne l'a vue après, à ma connaissance. »« En effet, » dit doucement Poirot. « Et le dîner s'est terminé. À quelle heure ? » « 9 heures, » répondit le colonel Fanshawe. Rapidement, les yeux de Poirot brillèrent. « Et chacun de vous s'est ensuite retiré dans sa chambre respective ?» Il y eut un chœur d'assentiment. Poirot laissa le silence s'étendre, les étudiant tous. « Et aucun d'entre vous n'a quitté votre chambre par la suite ?» Les réponses furent cette fois plus lentes, plus hésitantes. Laura Charteris parla la première, la voix tremblante. « Je n'arrivais pas à dormir. Je suis descendu chercher un livre à la bibliothèque. » Poirot se tourna vers elle. « Et à quelle heure était-ce, mademoiselle ?»« Vers minuit. »« Tu n'as vu personne ?» Elle hésita. « Non. » Poirot ne la pressa pas. Au lieu de cela, il s'est tourné vers Julian Croft. « Et vous, monsieur ?» Julian releva le menton. « Je suis resté dans ma chambre toute la nuit. » Poirot lui fit un petit signe de tête poli, puis tourna son regard vers les autres à leur tour. Le colonel Fanshawe, madame Wilmot, Edward Charteris, tous ont affirmé être restés dans leur chambre. Donc, dit Poirot d'un ton léger, après 9 heures, il n'y avait plus de surveillance dans la maison. Il fit une pause, laissant l'implication pénétrer. Qu'il aurait été possible, n'est-ce pas,
Que quelqu'un rende visite à mademoiselle Charteris dans son bureau pendant la nuit. La pièce semblait devenir plus froide. Personne n'a répondu. Poirot se rapprocha du bureau. Sur celui-ci restaient quelques objets. Un encrier en argent, un coupe-papier en ivoire, plusieurs feuilles de parchemin soigneusement empilées, et placée bien en évidence au centre, la feuille tachée de sang portant le message à moitié écrit. « 10 et 2 » murmura Poirot. « Est-ce un indice? Ou est-ce une tromperie ?» Il se tourna vers les visages rassemblés. « J'aurais besoin de parler à chacun d'entre vous individuellement, mes amis. En privé. » Il y eut un bruissement de malaise parmi eux. Poirot sourit, un sourire presque gentil, mais qui avait pourtant une certaine acuité sous son aspect poli. « En temps voulu, dit-il doucement, la vérité éclatera. C'est toujours le cas. » Il se tourna vers Morton. « Inspecteur, s'il vous plaît, commençons par Monsieur Edward Charteris. » Edward, l'air légèrement amusé et légèrement provoquant, se leva et suivit Poirot et Morton hors de la pièce. Alors que la porte se refermait derrière eux, les autres restèrent seuls, et chacun, à sa manière, commença à lutter en son sachant qu'Hercule Poirot avait commencé à tendre ses pièges. Des pièges psychologiques délicats, auxquels il ne serait pas facile d'échapper. Edward Charteris se prélassait dans la petite salle du matin, les bras croisés avec désinvolture sur la poitrine. Un sourire narquois apparut sur ses lèvres, mais Poirot, s'installant avec précaution dans un fauteuil au dossier rigide, ne fut pas trompé par cette démonstration de nonchalance. L'inspecteur Morton se tenait à proximité, un cahier à la main. Commença Poirot d'une voix précise et courtoise. « Monsieur Charteris, votre relation avec votre tante, elle était affectueuse, n'est-ce pas ?» Edward haussa les épaules. « Assez affectueuse, même si Béatrice pourrait être, comment dire, une sacrément femme difficile. Vous saviez qu'elle avait l'intention de modifier son testament ?» Edward hésita, puis sourit tristement. « Nous nous en doutions tous. Elle a laissé des allusions assez souvent. Et vous espériez peut-être en profiter ?» Edward rit court et amer. « Je m'attendais plutôt à être déshérité. Tante Béatrice aimait ces petits tourments, nous laisser penser une chose, puis en révéler une autre. » Poirot inclina légèrement la tête. « Et hier soir, après le dîner, tu es retourné dans ta chambre ?»« Oui. Vous n'avez rien entendu ou vu d'inhabituel ?»« Rien. » Le ton d'Edward était ferme. « J'ai bu un whisky et je suis allé directement me coucher. À quelle heure avez-vous pris votre retraite ?»« Peu après 10 heures. » Poirot hocha la tête pensivement. « Et ce matin ?»« Je suis descendu juste avant le petit déjeuner. J'ai entendu le tumulte et j'ai découvert ce qui s'était passé. » Le regard de Poirot était fixe. « Tu n'as pas essayé de voir ta tante hier soir ?» L'expression d'Edward se durcit. « Non. » Poirot laissa tomber un bref silence avant de se lever. « Merci, monsieur Charteris. Ce sera tout, pour l'instant. » Edward fit un petit salut moqueur et sortit, sifflant doucement dans sa barbe. Poirot attendit que la porte se ferme avant de se tourner vers Morton. « Il est troublé, » murmura Poirot, « mais pas, je pense, par la culpabilité du sang, peut-être par une culpabilité d'un autre genre. » Morton fronça les sourcils. « Tu penses qu'il cache quelque chose ?» Poirot se contenta de sourire énigmatiquement. « Voyons ce qui ressort. » Laura Charteris fut ensuite convoquée. Elle entra d'un air hésitant, presque fragile, en joignant étroitement les mains. Poirot se leva et s'inclina courtoisement. « S'il vous plaît, mademoiselle, asseyez-vous. » Laura était perchée sur le bord de la chaise, ses grands yeux gris lumineux d'anxiété. « Je ne vous dérangerai pas outre mesure, » dit doucement Poirot. « Parlez-moi, s'il vous plaît, de la nuit dernière. » Laura déglutit difficilement. « Après le dîner, je suis monté dans ma chambre. J'ai essayé de lire, mais je n'arrivais pas à me concentrer. J'étais agité. Alors tu es allé à la bibliothèque ? » ?»« Oui, vers minuit. Et tu n'as vu personne ? » ?»« Non. » Sa voix hésita légèrement. Poirot se pencha en avant. « Tu es sûr ?» Laura hésita. Juste une fraction de seconde, avant d'acquiescer. « Je n'ai vu personne. »
Et tu n'es pas allé près du bureau de ta tante? Elle secoua la tête avec véhémence. Non, non, je le jure. Poirot la regarda encore un instant, puis dit gentiment « Merci, mademoiselle. Vous pouvez y aller. » Alors qu'elle quittait la pièce, Poirot murmura à Morton « Il y a de la peur là-bas, mais est-ce la peur de la culpabilité ou d'autre chose ?» Morton se gratta la tête. Difficile à dire. Mais oui, c'est toujours difficile. Jusqu'à ce qu'on y voie clair. Le colonel Archibald Fanshawe entra ensuite, ses lourdes bottes cognant contre le plancher. Il se tenait raide devant Poirot et Morton, les bras croisés sur la poitrine. « Eh bien, monsieur Poirot, aboya-t-il. Que veux-tu savoir ?» Poirot sourit agréablement. « Seulement ce que vous pouvez nous dire, colonel. Vous vous êtes retiré dans votre chambre après le dîner ?»« Bien sûr. Se coucher tôt, se lever. Tôt, c'est mon habitude. Et tu es resté là toute la nuit ?» Fanshawe fronça les sourcils. « Certainement. Tu n'as rien entendu ?»« Pas un bruit. » Poirot tapota pensivement son genou du doigt. « Et vous étiez au courant des changements que Miss Charteris avait l'intention d'apporter à son testament ?» Le regard renfrogné de Fanshawe s'approfondit. « Suspecter, oui. Elle aimait nous dominer. Elle insinuait toujours qu'elle laisserait tout cela à une maudite œuvre de charité. Et cela vous aurait déplu ?» Les yeux de Fanshawe brillèrent. « Naturellement. Willowbank appartient à la famille. » Poirot inclina la tête. « Merci, colonel. » Fanshawe hocha la tête avec raideur et sortit à grands pas. Poirot se tourna vers Morton. Le colonel, dit-il doucement, est un homme d'action, pas de subtilité. S'il tuait, ce serait d'un coup, pas de ruse. Morton rit sèchement. Pas notre. Comme, tu crois? Poirot haussa les épaules. Nous verrons. Madame Constance Wilmot entra ensuite, ses mains flottant nerveusement au col de sa modeste robe grise. Poirot se leva poliment. « Madame, veuillez vous asseoir. » Madame Wilmot obéit, perchée avec inquiétude sur le bord de la chaise. « Vous étiez proche de mademoiselle Charteris, n'est-ce pas? »« Oui, monsieur Poirot. J'étais son compagnon, sa confidente. »« Vous connaissiez ses intentions concernant le testament ?» Les larmes montèrent aux yeux de madame Wilmot. Elle ne m'a rien dit directement, mais je soupçonnais qu'elle voulait récompenser mes années de service. Poirot inclina la tête. Et hier soir, j'ai pris une retraite anticipée. Je n'ai pas quitté ma chambre. Tu en es sûr? Bien sûr. Poirot la regarda avec attention. Pourtant, votre chambre est au 3e étage, loin du bureau. Si quelqu'un avait voulu lui rendre visite, vous ne l'auriez pas entendu. Madame Wilmot baissa la tête. Non, monsieur Poirot. Merci, madame. Alors qu'elle sortait de la pièce en chancelant, Poirot dit à Morton, « Il y a de la peur là aussi. De la peur, et peut-être de la déception. » Morton grogna. Ça ne semble pas être du genre à tuer. Les lèvres de Poirot se contractèrent. Le cœur, inspecteur, est une chose étrange et terrible. Finalement, Julian Croft a été convoqué. Il entra avec une froide confiance, s'inclinant poliment devant Poirot. « Monsieur Croft, » dit Poirot, « vous connaissiez intimement les affaires de mademoiselle Charteris, n'est-ce pas? »« Je l'ai fait, monsieur. »« Tu as tapé ses lettres? »« Oui. »« Et préparé ses documents? »« Ça aussi. » La voix de Poirot était douce. « Alors tu aurais su si elle avait l'intention de modifier son testament. » Julien hésita. « Je m'en doutais, oui. Mais elle a gardé les nouveaux documents sous clé. Elle était prudente. L'as-tu vue pour la dernière fois? Hier soir, après le dîner. Elle m'a appelé brièvement au bureau, m'a demandé de récupérer quelques papiers. » Quels papiers? Ancienne correspondance qu'elle souhaitait revoir avant de prendre des décisions concernant le Nouveau Testament. Les yeux de Poirot se sont aiguisés. « Et tu les as livrés? »« Oui. »« Tu n'es pas resté ?» Julien secoua la tête. « Non. » Poirot laissa tomber un petit silence. « Et après ça, tu as pris ta retraite? »« Oui. »« Tu n'as rien entendu pendant la nuit? »« Rien. » Poirot hocha la tête, son expression illisible. « Merci, monsieur Croft. » Julian s'inclina de nouveau et quitta la pièce. Poirot se rassit et croisa pensivement ses doigts. «
Vous voyez, inspecteur, dit-il doucement, les contradictions émergent déjà. Elles sont petites, minuscules, presque invisibles, mais elles sont là. Morton fronça les sourcils. Tu as remarqué quelque chose? Les yeux de Poirot brillèrent. Mon ami, ce n'est pas ce qu'ils ont dit qui est important, c'est ce qu'ils ont dit. N'a pas dire. Déjà, le modèle commence à se former. Il se leva gracieusement. Venez, revisitons la scène du crime. Il y a quelque chose que je souhaite vérifier. Alors qu'il quittait la salle du matin, la tempête dehors s'intensifiait, et la grande maison semblait se refermer sur elle-même. Les secrets se resserraient comme un nœud coulant. Et Hercule Poirot, serein et méticuleux, se rapproche, encore un peu plus du cœur du mystère. Poirot se déplaçait avec précaution dans les longs couloirs du manoir Willowbank, ses chaussures en cuir verni tapant doucement sur le parquet ciré. L'inspecteur Morton suivait le pas, jetant de temps à autre un coup d'œil à l'expression sereine du détective. Ils entrèrent dans le bureau où Béatrice Charteris avait fini par mourir. La pièce resta intacte, scellée sur les instructions de Poirot. Les lourds rideaux étaient maintenant légèrement tirés, laissant passer une lumière grise et réticente. Poirot s'arrêta juste devant la porte, ses yeux perçants parcourant à nouveau la scène. Il se dirigea vers le grand bureau, où se trouvait toujours le drap taché de sang, témoignage grotesque des derniers instants d'une femme puissante. « Dis, êtes-vous » murmura encore Poirot, son doigt planant juste au-dessus du script en forme d'araignée. On dirait qu'elle essayait de nommer son assassin, a déclaré Morton d'un ton bourru. Édouard Charteris, ça correspond. La tête de Poirot pencha sur le côté. Ah oui, ça va trop bien, n'est-ce pas? Morton fronça les sourcils. Tu penses que c'est un coup monté? Poirot se tapota légèrement la tempe. Il faut toujours, mon ami, se demander à qui profite l'apparence de culpabilité. Et plus encore, à qui profite l'apparence de culpabilité? Il se dirigea vers les porte-fenêtres, examinant à nouveau le loquet. Sécurisé. Ininterrompu. Puis, son regard balaya le sol sous le bureau, s'arrêtant sur une légère marque, une égratignure, à peine perceptible, à moins qu'on ne la cherche. Il se pencha et l'inspecta attentivement. « Une chaise a bougé en toute hâte, » dit-il doucement. « Ou peut-être une lutte. » Morton bougea avec inquiétude. « Tu as quelque chose en tête, Poirot? » « Rien pour l'instant, inspecteur. Seulement des questions. Toujours d'abord les questions. » Poirot se leva et se tourna pour lui faire entièrement face. « Reconstruisons, d'accord. Mademoiselle Charteris se retire dans son bureau après le dîner. Elle est seule. Quelquefois pendant la nuit, quelqu'un lui rend visite, quelqu'un qu'elle laisse entrer sans alarme. Un membre de la maison, dit Morton d'un air sombre. Poirot hocha la tête. Il doit en être ainsi. Un étranger aurait été interpellé. Il commença à faire les 100 pas lentement. Le visiteur et mademoiselle Charteris parlent. Peut-être se disputent-ils. Il se passe quelque chose, un coup peut-être, ou une attaque soudaine, mais remarquez, inspecteur, aucune arme n'a été trouvée. Morton grimaça. Cela aurait pu être quelque chose de la maison, quelque chose de petit, facile à cacher. Peut-être. Poirot jeta à nouveau un coup d'œil au papier ensanglanté. Et puis, en mourant, elle tente de laisser un message, un indice. Il resta silencieux pendant un long moment. Finalement, Morton dit « Vous pensez qu'elle voulait écrire le nom d'Edward, n'est-ce pas ?» Poirot haussa légèrement les épaules. « C'est possible, mais il faut être prudent. Les déclarations des mourants ne sont pas toujours fiables. Elles sont souvent confuses, erronées. » Morton grogna. Pourtant, Édouard a un motif, des moyens et une opportunité. Les lèvres de Poirot se pincèrent. Il a un mobile, oui. Une opportunité, assurément. Mais des moyens? Il faut être précis. Il prétend avoir passé la nuit dans sa chambre. Aucun témoin ne peut le confirmer ou l'infirmer. La voix de Morton se durcit. Tu penses qu'il ment? Je pense qu'il ment peut-être à propos de quelque chose, dit pensivement Poirot.
Mais s'il s'agit d'un meurtre, cela nous devons encore le déterminer. Il a redressé ses poignets. Interrogons le personnel de maison, en particulier la bonne mademoiselle Prentice. Elle a retrouvé le corps. Souvent les domestiques voient des choses que leur maître négligent. Elsie Prentice fut convoquée dans la petite salle du petit déjeuner. Elle se tordait les mains dans son tablier, ses yeux passant de Poirot à Morton. « Vous ne devez pas avoir peur, mademoiselle, » dit gentiment Poirot. « Dites-nous simplement ce que vous savez. » Elsie déglutit. « J'ai apporté les lettres. Monsieur, comme je le fais toujours. Miss Charteris aimait revoir sa correspondance tôt. Et tu l'as trouvée? »« Oui, monsieur. » Elle était déjà partie. « Vous n'avez rien vu d'autre d'inhabituel. » Elsie hésita, se mordant la lèvre. Poirot se pencha légèrement en avant. « Courage, mademoiselle. Même un petit détail peut avoir son importance. » La voix d'Elsie se transforma en un murmure. La porte du bureau, elle était ouverte, juste une fente. J'ai trouvé ça étrange. Pourquoi? Mademoiselle Charteris détestait laisser les portes ouvertes. Elle disait toujours que c'était en désordre. Les yeux de Poirot se sont aiguisés. « Et as-tu remarqué autre chose ?» Elsie bougea. « J'ai cru entendre un bruit alors que je descendais le couloir, comme si quelqu'un s'éloignait rapidement. Mais quand j'ai regardé, il n'y avait personne. » Poirot échangea un regard avec Morton. « Et de quelle direction venait le bruit ?» Elsie désigna vaguement la cage d'escalier arrière. « Merci, mademoiselle, » dit chaleureusement Poirot. « Vous avez été très utile. » Alors qu'elle s'éloignait, Morton marmonna. « Quelqu'un a fui les lieux, d'accord. » Poirot restait silencieux, réfléchissant. De retour dans le bureau, Poirot examina à nouveau le plan. « Les escaliers arrière, » murmura-t-il. « Une excellente voie d'évasion. » Morton hocha la tête. « Ça va à Edward. Sa chambre est près du couloir arrière. » Le front de Poirot se plissa. « Oui, mais aussi d'autres. La chambre de Julian Croft est à proximité aussi, et celle de Madame Wilmot. » Morton grogna. Pourtant, Edward avait le motif le plus clair. La voix de Poirot était très douce. Des motivations claires, inspecteur, sont des choses dangereuses. Elles peuvent nous aveugler. Morton ouvrit la bouche pour répondre, mais une soudaine agitation les interrompit. La porte du bureau s'est ouverte à la volée, et l'agent Jenkins s'est précipité à l'intérieur, le visage rouge. « Inspecteur, j'ai trouvé ceci, monsieur, caché dans les buissons près de la terrasse latérale. » Il brandit un petit objet enveloppé dans un mouchoir. Morton et Poirot se rapprochèrent. L'objet était un presse-papier en laiton, lourd et orné, taché sans équivoque de sang séché. Morton jura dans sa barbe. « L'arme du crime !» Poirot ne dit rien pendant un long moment. Son regard n'était pas posé sur le presse-papier, mais sur le mouchoir. Il tendit la main et le déplia délicatement. Dans un coin étaient brodées les initiales. C. et Morton émit un petit sifflement. « Edward Charteris. »« Trop pratique, » murmura Poirot. Morton fronça les sourcils. « Tu penses que c'est planté ?»« Je pense, mon ami, » dit lentement Poirot, « qu'il n'est jamais sage d'accepter l'évidence trop rapidement. » Il étudia de nouveau le mouchoir, puis se tourna vers Morton. « Amenez monsieur Charteris ici, » dit-il doucement. « Voyons comment il réagit à cette découverte. » Edward Charteris entra quelques minutes plus tard, sommé brusquement de sa chambre. Il avait l'air légèrement irrité plutôt qu'alarmé. Poirot désigna le presse-papier posé sur le bureau. « Cela a été trouvé, monsieur, caché à l'extérieur de la maison. Vous le reconnaissez ?» Les sourcils d'Edward se froncèrent. « C'est celui de tante Béatrice, du bureau. Et le mouchoir ?» Edward regarda de plus près. « Mes initiales, oui. » Il se redressa en croisant les bras. « Avant que vous demandiez, » dit-il, froidement. « Je n'ai aucune idée de comment c'est arrivé là. » Morton a aboyé. « Vous vous attendez à ce que nous croyions ça ?» La bouche d'Edward se tordit. « Croyez ce que vous voulez, inspecteur. Mais vous ne me trouverez pas en train de pleurer dans mes manches. » Le regard de Poirot était vif, mesurant. « Vous êtes très calme, monsieur Charteris. » Edward sourit légèrement.
Dois-je m'évanouir? Ce n'est pas dans ma nature. Poirot fit un petit signe de tête. Très bien, monsieur. Vous êtes libre de partir, pour l'instant. Edward fit un salut simulé et sortit en fanfare. Morton secoua la tête avec incrédulité. Edan comme tout. Poirot se tapota pensivement le menton. Edan, oui. Mais coupable? Cela reste à voir. Il se tourna vers le message taché de sang sur le bureau. Non, inspecteur Morton, dit-il doucement. Nous sommes encore loin de la vérité. Nous n'avons pas encore touché au cœur du problème. Dehors, la tempête éclata enfin. La pluie battant les fenêtres comme si elle tentait de percer les vieilles pierres du manoir de Willowbank. Et à l'intérieur, la véritable bataille ne faisait que commencer. La pluie frappait les fenêtres avec un tambour féroce et insistant, tandis qu'Hercule Poirot était assis tranquillement dans le salon, sirotant une tasse de chocolat chaud parfaitement proportionnée. La pièce était vide, à l'exception de lui et de l'inspecteur Morton qui faisait les 100 pas devant le feu. « Tu es trop calme, Poirot, » marmonna Morton. « Edward Charteris nous a pratiquement été remis sur un plateau d'argent, et pourtant vous êtes assis là comme si vous attendiez un omnibus. » Poirot sourit faiblement. « Patience, mon ami. Toujours de la patience. Une arrestation trop hâtive ne sert qu'à l'injustice. » Morton grogna. « Tu as une autre idée? »« J'ai un instinct, » dit Poirot en posant sa tasse avec une précision délicate. « Cela me dit que l'affaire n'est pas telle qu'elle paraît. » Il se leva en lissant son gilet. « Et maintenant, inspecteur, il est temps d'appliquer un peu de pression, d'observer, comme l'observe le psychologue, le comportement du sujet lorsque son esprit est perturbé. » Morton cligna des yeux. « Signification ?» Poirot s'autorisa un petit sourire malicieux. « Ce qui veut dire, nous allons remuer la marmite, mon ami, et voir quel ingrédient bouillonne à la surface. » Les suspects furent de nouveau rassemblés dans le salon, convoqués par Poirot sous prétexte de faire le point sur l'enquête. Ils se levaient ou s'asseyaient maladroitement, chacun nourrissant ses angoisses personnelles. Poirot commença par une conversation informelle, parlant d'abord du temps qu'il faisait, puis du domaine lui-même, comme si la tragédie de la journée était un sujet lointain et sans importance. C'était une vieille astuce. Les endormir dans un faux sentiment de sécurité. Finalement, il ramena la conversation à Miss Charteris. « C'est curieux, » dit-il avec légèreté. « Combien de fois, à la fin d'une vie, le cercle des connaissances se rétrécit, n'est-ce pas? Il ne reste que ceux qui ont vraiment confiance. » Il y eut un murmure d'accord, même si chaque suspect jeta un coup d'œil furtif aux autres. « Et pourtant, » poursuivit Poirot, « la confiance est une chose fragile. Même dans les foyers les plus fidèles, il y a des secrets. De petits secrets, peut-être, et parfois des secrets mortels. » Un moment de silence suivit. Les yeux sombres de Poirot clignotèrent d'un visage à l'autre. « Pensez, mes amis, si mademoiselle Charteris voulait changer son testament, à qui ferait-elle confiance pour l'aider? À qui se confierait-elle » Il laissa la question en suspens, sans réponse. Julian Croft bougea légèrement sur sa chaise, lissant un pli invisible de son pantalon. Laura Charteris apportait un mouchoir à ses lèvres. Le colonel Fanshawe regardait fixement le feu. Madame Wilmot se tordit les mains. Edward Charteris ne sourit que faiblement, comme pour mettre Poirot au défi de l'accuser. Poirot reprit d'un ton doux sans s'adresser à personne en particulier. Et imaginez, alors, quelqu'un effrayé par ce que ce changement pourrait signifier, quelqu'un désespéré, poussé au-delà de la raison, peut-être, cherche à l'empêcher. Sa voix tomba à un murmure. Cherche à la faire taire. Laura poussa un léger halètement étranglé. Le colonel Fanshawe marmonna quelque chose dans sa barbe. Poirot se tourna soudain vers Julian Croft. « Monsieur Croft, » dit-il doucement, « dites-moi, vous aidiez mademoiselle Charteris avec les documents de son Nouveau Testament, n'est-ce pas ?» L'expression de Julian se figea pendant une fraction de seconde. Une hésitation à peine perceptible. « J'ai préparé des ébauches, oui, a-t-il admis. « Mais tu n'as pas tapé la version finale ?»« Non. »
Elle souhaitait garder cela privé, jusqu'à ce qu'elle soit prête à l'annoncer. Poirot hocha la tête pensivement. Et les documents, où étaient-ils conservés? Dans son bureau. Dans un tiroir verrouillé de son bureau. Et la clé? Elle le gardait toujours avec elle. Les yeux de Poirot brillèrent. À tout moment? Même la nuit? Juliane hésita encore. Elle le portait sur une chaîne autour du cou. Ah, dit doucement Poirot. Et après sa mort, la chaîne a-t-elle été retrouvée? Juliane cligna des yeux. Je ne sais pas. Poirot se tourna vers Morton. Inspecteur, la clé a-t-elle été récupérée? Morton secoua sombrement. La tête, non, ce n'était pas sur le corps. Nous avons supposé qu'il aurait pu être enlevé par celui qui l'a tué. Poirot laissa l'information se répandre au sein du groupe. Donc, dit-il enfin, nous avons peut-être un motif secondaire, accéder au Nouveau Testament et le détruire. Les suspects échangèrent des regards inquiets. La voix de Poirot était presque enjouée lorsqu'il ajouta « À moins, bien sûr, que le Nouveau Testament profite davantage aux tueurs que l'Ancien. » Il observa attentivement leur réaction. Le sourire d'Edward Charteris ne faiblit pas, mais il se resserra. Madame Wilmot est devenue extrêmement pâle. Le froncement de sourcils du colonel Fanshawe s'accentua. Laura semblait au bord des larmes. Les doigts de Julian Croft tambourinaient nerveusement sur le bras de son fauteuil. Poirot s'autorisa une autre pause, savourant la tension. Puis il dit nonchalamment « C'est dommage que le presse-papier ait été trouvé si facilement, n'est-ce pas? Et enveloppé si soigneusement dans un mouchoir portant des initiales. » Madame Wilmot laissa échapper un léger gémissement. Le colonel Fanshawe émit un bruit d'impatience. Les doigts tambourinants de Julian Croft cessèrent instantanément. Et pourtant, réfléchit Poirot, le véritable meurtrier, lui ou elle, devait savoir que les soupçons se porteraient naturellement sur celui dont les initiales ornaient le mouchoir. Il sourit, un sourire tranchant, une tentative maladroite, de détournement peut-être, ou une installation délibérée. Encore une fois, il scruta la pièce. Encore une fois, de subtils changements d'expression, peur, colère, calcul, se sont propagés à travers le groupe. Poirot s'approcha du foyer, sa voix baissant. « Il y a une autre question que nous devons poser, mes amis. Où est la clé? Manquante? » Ces paroles, aussi silencieuses soient-elles, semblaient résonner dans la pièce. Et, ajouta-t-il doucement, quels autres secrets cache Willowbank Manor? Personne n'a parlé. Poirot se tourna vers Morton. « Inspecteur, je suggère une fouille, minutieuse et immédiate. Chaque pièce, chaque tiroir, chaque endroit caché. » Morton hocha sombrement la tête. « Et vous, mes amis, dit Poirot au suspect, veuillez rester ici sous surveillance. » Il y eut un murmure collectif de protestation, rapidement étouffé sous... Le regard sévère de Morton Poirot les regarda, alors qu'il s'installait une fois de plus dans un silence inquiet. Il avait jeté son filet. Maintenant, il attendait de voir lequel d'entre eux lutterait le plus désespérément contre ses fils invisibles. Les recherches ont commencé immédiatement, les agents parcourant méthodiquement le manoir. Poirot lui-même rejoignit Morton dans les appartements privés de Miss Charteris, examinant chaque tiroir, chaque bureau, chaque cachette, avec une minutie qui fit marmonner Morton à propos de limiers belges. Dans un petit bureau de la chambre de Béatrice Charteris, Poirot trouva quelque chose de curieux, une pile de vieilles lettres soigneusement attachées avec un ruban bleu. Il détacha soigneusement le paquet et parcourut le contenu. Morton regarda par-dessus son épaule. « Des lettres d'amour? Correspondance familiale, corrigea Poirot. Mais remarquez, vous voyez comment se déroulent les dates? Morton fronça les sourcils. Tout cela date d'il y a 20 ans. Précisément, dit doucement Poirot. Une autre époque, un autre ensemble de passions, et peut-être un autre secret. Il renoua le paquet et le replaça exactement tel qu'il l'avait trouvé. Pas encore, murmura-t-il pour lui-même. Pas encore, mon ami. Il y eut un autre cri, en bas. Poirot et Morton se précipitèrent,
pour trouver l'agent Jenkins qui attendait dans le hall d'entrée, le visage illuminé d'excitation. « Dans la salle du secrétaire, monsieur, halta Jenkins. J'ai trouvé ça, caché au fond d'une armoire. » Il brandit une petite chaîne délicate et une clé en laiton qui y pendait. Les yeux de Poirot brillèrent. « La clé, dit-il doucement et se tourna vers Morton. « Venez, inspecteur. Le moment de la révélation approche, mais nous devons quand même attendre. » Morton grogna. « Attends quoi ?» Poirot sourit, un petit sourire secret, pour le dernier coup du jeu. La pluie frappait plus fort contre les fenêtres, comme si elle reflétait la tempête qui s'abattait sur Willowbank Manor. Et quelque part parmi eux, le véritable tueur commença à sentir les murs se refermer. La découverte de la clé a jeté une ombre longue et sinistre sur Willowbank Manor. L'inspecteur Morton avait immédiatement ordonné à Julian Croft de rester confiné dans ses quartiers en attendant un interrogatoire plus approfondi, mais Poirot, toujours patient et toujours méticuleux, a insisté sur le fait que la hâte était l'ennemi de la vérité. Ainsi, l'après-midi se prolongea en soirée, l'orage continuant son assaut incessant sur la maison. La tension épaississait l'air même. Les suspects, désormais virtuellement assignés à résidence, erraient dans le salon dans un silence inquiet, chacun piégé dans ses propres peurs privées. Poirot, quant à lui, se déplaçait parmi eux comme un maître d'échecs surveillant l'échiquier avant le jeu final. Et puis, juste au moment où le crépuscule commençait à tomber, la maison fut secouée par un nouveau cri, aigu, terrifié, résonnant dans les grandes salles. Poirot et Morton étaient dans la bibliothèque, à ce moment-là, discutant des implications de la clé manquante, lorsque le cri transperça le silence. Ils se levèrent aussitôt et coururent vers le son, Morton aboyant déjà des ordres aux agents de les suivre. Le bruit venait de l'étage supérieur, de la chambre de Laura Charteris. Morton atteignit la porte le premier et l'ouvrit sans cérémonie. Laura Charteris se tenait figée au milieu de la pièce, le visage blanc comme du marbre, les yeux fixés avec horreur sur la fenêtre ouverte. La pluie tombait en rafales, trempant les lourds rideaux et s'accumulant sur la moquette. Et aux pieds de Laura scintillant sous la lumière vacillante se trouvait un presse-papier en verre brisé, un jumeau de celui trouvé plus tôt, mais brisé en éclats. Le regard de Poirot se tourna vers la fenêtre. « Là !» cria Morton. Une ombre flottait le long de la terrasse en contrebas, s'éloignant dans la tempête. Après lui. Morton rugit, et deux agents dévalèrent l'escalier des domestiques en trombe. Poirot, cependant, resta là où il était, scrutant la pièce d'un regard froid et attentif. Laura chancela sur ses pieds. « Il était là !» elle haleta. « Je me suis réveillée, j'ai entendu un bruit et il se tenait au-dessus de moi. » Poirot se dirigea rapidement vers elle, la stabilisant avec une douceur surprenante. « Calmez-vous, mademoiselle, vous êtes indemne. » Elle hocha faiblement la tête. « Je pense qu'il a laissé tomber ça quand il s'est enfui. » Elle montra du doigt en tremblant le presse-papier cassé. Poirot s'accroupit et examinait les fragments. Son visage était illisible. Morton revint, essoufflé et trempé. « Je l'ai perdu, » dit-il sombrement. « Je dois bien connaître le terrain. Je me suis glissé dans les bois. » Poirot hocha simplement la tête, son esprit s'emballant déjà. Il se tourna vers Laura. « Vous devez vous reposer, mademoiselle, » dit-il fermement. « Nous placerons un garde à votre porte. » Morton fit signe à l'un de ses hommes qui se posta imperturbablement dans le couloir extérieur. Poirot prit Morton à part alors qu'il redescendait. « Les escaliers. »« Vous voyez, inspecteur, » dit doucement Poirot. « Le jeu devient plus désespéré. » Morton grimaça. « Vous pensez que l'attaque était réelle ?» Poirot sourit faiblement. « Réelle. Oui, mais le but c'est la vraie question. » Morton fronça les sourcils. « Tu veux dire que c'était une mise en scène ?»« Peut-être. » La voix de Poirot était douce. « Ou peut-être que le meurtrier cherche à faire taire un autre témoin potentiel. Quoi qu'il en soit, cela nous dit une chose avec certitude. Notre meurtrier a de plus en plus peur. » De retour dans le salon, les suspects,
étaient de nouveau rassemblés, agités et marmonnant entre eux. Poirot entra, sa présence les faisant immédiatement taire. « J'ai de graves nouvelles, » dit-il calmement. « Il y a eu un autre incident. Mademoiselle Laura Charteris a été agressée dans sa chambre. Un hoquet collectif s'éleva. Poirot leva la main. Heureusement, elle est indemne. L'agresseur s'est enfui. Mais voyez-vous, messieurs et mesdames, l'affaire est maintenant des plus urgentes. Le meurtrier devient désespéré et dangereux. » Il laissa les mots pénétrer. « Nous devons agir rapidement. Je demanderai à chacun de vous de se soumettre à une fouille de vos chambres, de vos personnes, de vos biens. » Le colonel Fanchot se hérissa. Un foutu scandale. Poirot se contenta de sourire. « Seuls les coupables ont besoin d'avoir peur, colonel. » Avec des murmures réticents, les suspects ont accepté. Poirot ordonna à Morton et à ses hommes de procéder avec prudence et méthode. Les recherches n'ont donné que peu de résultats au début. Lettres personnelles, bibelots, vêtements, rien d'incriminant. Mais dans la chambre de Julian Croft, Poirot a fait une découverte qui lui a fait plisser les yeux, pensivement. Dans le tiroir du bas d'un bureau verrouillé, la clé dont Julian prétendait avoir perdu. Poirot trouva une liasse de papier à moitié brûlée. Avec précaution, il les sépara. Morton se pencha. « Qu'est-ce que c'est » Poirot examina les fragments calcinés. « Des portions d'un document légal, » dit-il doucement, « gravement brûlés. Mais ici, voyez-vous, il reste quelques mots. » Il montra une ligne encore lisible. « Je lègue par là. Présente l'intégralité de ma succession à... » Le reste était trop carbonisé pour être lu. Les yeux de Morton s'écarquillèrent. « Le Nouveau Testament. » Poirot hocha la tête une fois. « Ou une copie de celui-ci. » Il remplaça les papiers brûlés avec beaucoup de soin. « Dites-moi, inspecteur, trouvez-vous curieux que le bureau de M. Croft, soi-disant sans clé, contienne cela ?» Morton grogna. « Trop pratique à moitié. »« Précisément, » dit Poirot. Ce soir-là, Poirot a convoqué une conférence privée avec l'inspecteur Morton. Ils se retrouvèrent dans la petite salle du matin, la pluie battant toujours contre les vitres, le feu crépitant faiblement dans l'âtre. Poirot se tenait devant le feu, sa silhouette nette se détachant sur les flammes dansantes. « Vous voyez, mon ami, » dit-il doucement, « le meurtrier joue à un jeu dangereux. D'abord, il dépose des preuves, le mouchoir ensanglanté, le presse-papier. Ensuite, il tente d'effrayer mademoiselle Laura, peut-être de la faire taire, peut-être de la distraire. Et maintenant, dit Morton, le testament à moitié brûlé dans la chambre de Croft. Oui, tous les signes pointent vers lui. Trop, facilement, trop vite. Morton fronça les sourcils. Alors si ce n'est pas Croft, alors qui? Poirot sourit, un petit sourire secret. Cela, inspecteur, je le révélerai bientôt. Mais d'abord, il reste une dernière pièce du puzzle. Il se dirigea vers le bureau et ramassa une feuille de papier. Vous souvenez-vous, inspecteur, que mademoiselle Charteris a tenté d'écrire un message avec son sang? Morton hocha sombrement la tête. Dis, Edwy, cela doit vouloir dire Edward, est-ce vraiment nécessaire? Dit doucement Poirot. Ou est-ce que cela pourrait signifier quelque chose? Ou quelqu'un d'autre? Morton le regarda. Poirot sourit doucement. Vous voyez, mon ami, quand on meurt, quand les forces faibliront, une main peut trembler. Une lettre peut être incomplète. Il leva le papier à lettres. Et EW, ce n'est peut-être pas du tout le début de Edward. Cela pourrait être le début de quelque chose de complètement différent. Morton pâlit. Tu veux dire? Poirot inclina gravement la tête. Attendez, inspecteur, une nuit de plus. Demain, nous rassemblerons tout le monde. Et puis nous mettrons fin à cela. Dehors, la tempête faisait rage, mais à l'intérieur, l'esprit d'Hercule Poirot était calme, méthodique et totalement certain. La fin du jeu avait commencé. Le matin se levait sombre et détrempé, une lumière pâle se débattant parmi les restes de la tempête. Willowbank Manor, battu par la fureur de la nuit, semblait encore plus vieux, plus fragile en quelque sorte, un grand édifice effiloché sur les bords,
Mais à l'intérieur de ces anciens murs, Hercule Poirot se déplaçait avec détermination, chacun de ses gestes délibérés, chacune de ses pensées aiguisées comme un rasoir. Aujourd'hui serait le grand jour. L'inspecteur Morton, convoqué tôt, trouva Poirot dans la salle de petit déjeuner, disposant les chaises en demi-cercle comme s'il se préparait pour un spectacle. « Rassemblement final ?» demanda Morton d'un ton sombre. Poirot hocha la tête. « Oui, mon ami, le moment est venu de tirer le rideau. » Morton le regardait avec une admiration réticente. « Tu as tout compris ?»« Presque, » dit Poirot d'un ton léger. « Il reste un petit détail, mais il se révélera lorsque les acteurs prendront place. » Il redressa la dernière chaise avec un soin méticuleux, puis ajusta d'un cheveu un vase sur le buffet. « Ordre, inspecteur !» dit sereinement Poirot, toujours commandé. À midi, la maison était de nouveau rassemblée. Edward Charteris était allongé sur une chaise, affectant un air insouciant mais tapant rapidement du pied. Laura Charteris était assise avec raideur, pâle mais posée. Le colonel Fanchot se tenait près de la cheminée, les bras étroitement croisés. Madame Wilmot était perchée sur le bord de son siège, tordant un mouchoir dans ses mains tremblantes. Julian Croft s'appuya contre l'encadrement de la porte, l'air réservé et méfiant. Poirot se tenait devant eux tous, impeccable comme toujours, son costume gris impeccable, ses chaussures brillantes. « Mesdames, messieurs !» commença-t-il d'une voix basse mais claire, « vous êtes sans doute las de ce désagrément. Vous souhaitez que cela finisse. Alors, finissons-en. » Il fit une pause, laissant le silence prendre du poids. « Vous avez peut-être tous cru que le crime, le meurtre de mademoiselle Charteris, était un acte d'avidité, une peur du déshéritage, et vous vous êtes donc tourné vers les suspects évidents. » Son regard se posa brièvement sur Edward, qui le rencontra avec un sourire sardonique. Poirot poursuivit. Le message ensanglanté semblait accuser M. Edward. Le presse-papier planté, le mouchoir planté, tout le désignait. Il fit une pause. Mais, dit doucement Poirot, c'était trop parfait, trop soigné. Une légère ondulation de mouvement traversa le groupe. Poirot se tourna légèrement, s'adressant désormais à eux avec un ton plus aigu. Et puis il y a eu l'attaque contre mademoiselle Laura. Encore une tentative de semer la confusion, de semer la peur. Laura frissonna, resserrant son châle autour d'elle. Les yeux sombres de Poirot brillèrent. Mais le véritable meurtrier, dit-il, a commis une erreur, une petite erreur, mais fatale. Une autre pause. Poirot aimait le drame de tels moments, et il le jouait à la perfection. « Vous voyez, mes amis, dit-il doucement, le message taché de sang ne disait pas Edward. Il disait « Êtes-vous » Il se déplaça vers le centre de la pièce, sa présence magnétique. Considérez, par quoi d'autre pourrait commencer par « Êtes-vous » La salle retint son souffle. La voix de Poirot baissa intense et convaincante. « Édouardien, dit-il doucement, comme dans un objet, un style, une relique. » Il se tourna vers le buffet, où le presse-papier cassé provenant de la chambre de Laura avait été placé dans un plateau. Poirot ramassa soigneusement un fragment. « Ceci, dit-il en le levant, est un presse-papier édouardien. Début du XXe siècle. Lourd, orné, typique de l'époque. » Il le reposa d'un geste précis. « Dis, répéta Poirot. « Parlez à Édouardiane, parlez de l'objet utilisé pour tuer. » Il se redressa et les observa. « Mademoiselle Charteris, mourante, a essayé de nous dire quoi? Pas OMS. » Il y eut un silence stupéfait. La voix de Poirot devint plus forte. « Et donc, le meurtrier a déposé des preuves contre Edward pour renforcer la fausse interprétation. Mais c'est un mensonge. » Il montra brusquement. Le véritable meurtrier craignait ce que mademoiselle Charteris avait l'intention de révéler. Un secret non pas d'argent, mais de loyauté. Et les suspects le regardaient, figés. Poirot tourna son regard vers Julian Croft. « Vous, monsieur, vous avez essayé de détruire le Nouveau Testament parce que vous craigniez d'être découvert. Mais vous n'êtes pas l'assassin. » Croft laissa échapper un soupir, s'affaissant contre le mur de soulagement. Poirot se tourna vers le colonel Fanchot.
Vous lui en vouliez, oui, mais le ressentiment à lui seul ne fait pas un tueur. La bouche de Fanshawe se serra, mais il ne dit rien. Le regard de Poirot se tourna vers Madame Wilmot. Vous, madame, vous aviez peur d'être mise à l'écart, mais vous n'avez pas la force de la violence. Madame Wilmot pleurait doucement dans son mouchoir. La voix de Poirot s'adoucit. Non, mes amis, le meurtrier est quelqu'un qui avait plus à perdre que quiconque. Pas la richesse, mais la réputation. Son regard se posa sur Laura Charteris. Les yeux de Laura s'écarquillèrent, un battement de cœur trop lent pour cacher la peur. « Vous, mademoiselle, dit Poirot, n'étiez pas contente d'être simplement la nièce. Vous aviez, comment dirons-nous, vos propres ambitions. » Il s'approcha d'un ton presque doux. « Tu aimais Julian Croft. » Il y eut un hoquet de la part des autres. Les mains de Laura se portèrent à sa bouche. Poirot continua impitoyablement. Mais mademoiselle Charteris le savait. Elle désapprouvait. Elle avait l'intention non seulement de déshériter Edward, mais aussi de révéler votre relation, de vous expulser tous les deux de Willowbank. Les larmes remplirent les yeux de Laura. La voix de Poirot était désormais très douce. Vous êtes allé la voir cette nuit-là. Vous avez plaidé. Vous vous êtes disputé. Et quand elle est restée, impassible, vous avez frappé. Un sanglot étouffant jaillit des lèvres de Laura. « Ce n'était pas comme ça, cria-t-elle. Elle était cruelle, elle voulait tout gâcher. » Poirot inclina gravement la tête. « Vous avez paniqué. Vous avez essayé de faire croire que c'était Edward. Le message sanglant vous a effrayé. Vous pensiez qu'il vous trahirait. Alors vous avez organisé l'attaque contre vous-même, pour détourner les soupçons. » Laura tomba à genoux en sanglotant. « Je ne voulais pas la tuer. » Morton s'avança, le visage sombre. « Vous devrez venir avec moi, Miss Charteris. » Alors qu'elle était emmenée, les autres restèrent assis dans un silence stupéfait. Poirot se tourna vers Julian Croft, qui avait l'air complètement brisé. « Vous voyez, monsieur Croft, » dit doucement Poirot, « l'amour, lorsqu'il est entaché par la peur, peut être une chose des plus dangereuses. » Il redressa ses poignets, impeccable même après la tempête de la révélation. « Et maintenant, » dit Poirot avec détermination, « l'affaire est terminée. » Plus tard dans la soirée, Poirot et Morton se retrouvèrent seuls dans le bureau. Morton secoua lentement la tête. « Je ne saurai jamais comment tu as compris. » Poirot sourit modestement. « C'est simple, mon ami. Il faut toujours se demander à qui profite, qui a peur, et surtout qui agit par désespoir. » Il désigna le bureau, la tâche fantomatique encore, à peine visible. « Les morts ne mentent pas, inspecteur. Mais nous, les vivants, interprétons souvent mal leur dernier message. » Morton grogna. « Tu t'es déjà trompé, Poirot ?» Poirot rit doucement. « Ah, mon ami, je ne suis qu'humain. Pourtant, je m'efforce toujours d'atteindre la perfection. » Il récupéra son chapeau et ses gants. « Viens, dit-il gaiement. Nous avons fait du bon travail. » Dis non. Et sur ce, Hercule Poirot, impeccable jusqu'au bout, quitta Willowbank Manor, laissant ses murs battus par la tempête pour bercer à nouveau leurs secrets. Le lendemain des aveux de Laura Charteris, Willowbank Manor restait étrangement silencieux. La tempête était passée, laissant le terrain détrempé et les jardins jonchés de branches cassées. Un calme humide et inquiet s'installait sur la vieille maison, comme si elle soignait elle aussi les blessures des événements récents. Hercule. Poirot était assis dans la salle du petit déjeuner, savourant une tasse de café noir. L'inspecteur Morton le rejoignit, l'air fatigué mais satisfait. « Elle a avoué complètement pendant la nuit, » a déclaré Morton, assis lourdement en face de Poirot. « J'ai signé une déclaration. Le ministère public n'aura aucun problème. » Avec celle-ci. Poirot inclina la tête, remuant son café avec une précision délicate. « Pourtant, vous êtes troublé, mon ami, » observa-t-il. Morton grimaça. « C'est une mauvaise affaire, Poirot. Une jeune femme désespérée, effrayée, tue sa propre tante pour protéger une histoire d'amour. » Il secoua la tête. « Aucune justice ne rend cela correct. » Poirot sourit tristement. « Hélas, inspecteur, le
Cœur humain n'est pas logique. Il est capable de dévouement et de cruauté, de tendresse et de meurtre, tout cela dans le même souffle. Morton grogna. « Vous avez l'air d'un philosophe. » Poirot écarta modestement les mains. « Je ne suis qu'un observateur de la condition humaine. » Il posa sa tasse et se pencha en arrière. « Et pourtant, dit-il doucement, je me retrouve à réfléchir. À une dernière question. » Morton haussa un sourcil. « Pas satisfait ?» L'expression de Poirot devint distante. « Il y a quelque chose qui ne rentre pas tout à fait. Une pièce du puzzle, laissée de travers. » Morton soupira. « Tu veux encore parcourir la maison ?» Poirot sourit. « Mais bien sûr. » Ils commencèrent leur tranquille visite du Willowbank Manor 1 heure plus tard. La maison, bien que grandiose, montrait des signes de légère délabrement. Tapisserie fanée, tapis usés, légère odeur d'humidité qu'aucun feu ne pouvait complètement bannir. Dans le salon privé de Béatrice Charteris, Poirot fit une pause. « Dites-moi, inspecteur, dit-il en parcourant la pièce, vous avez vu beaucoup de testaments au cours de votre carrière, n'est-ce pas? Plus que je ne peux en compter. Et vous avez vu des familles déchirées par eux? À chaque fois. » Poirot hocha la tête pensivement. Et pourtant, il se dirigea lentement vers une table d'appoint où restait un petit tiroir verrouillé. « Vous souvenez du paquet de vieilles lettres ?» Morton fronça les sourcils. « Correspondance familiale, n'est-ce pas? » « Oui. Depuis 20 ans. » Poirot sortit une petite clé, prise plutôt dans le jeu de clés principal de la maison, et ouvrit le tiroir. À l'intérieur se trouvait le paquet de lettres, exactement tel qu'il les avait laissées. Doucement, Poirot détacha le ruban bleu et étala les papiers. « J'avais le sentiment, dit-il doucement, que mademoiselle Charteris gardait des secrets plus grands qu'un changement de bénéficiaire. » Morton se pencha par-dessus son épaule, tandis que Poirot sélectionnait soigneusement une lettre. Elle était datée de 1909. Poirot lut à haute voix. « Chère Béatrice, vous devez comprendre que mon mariage avec Henri n'était pas une question d'amour, mais de nécessité. Être ouvertement avec vous, c'est impossible. Mais sachez ceci, mon cœur vous appartient, maintenant et toujours. » La bouche de Morton s'ouvrit. « Bon Dieu, souffla-t-il, ce sont des lettres d'amour. »« Oui, inspecteur, » dit doucement Poirot. D'une femme à l'autre, il rassembla soigneusement les lettres. Béatrice Charteris avait un scandale profondément enfoui dans son passé, un scandale qui, à son époque, aurait complètement détruit sa réputation. Morton passa une main sur son visage. « Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le meurtre ?» Poirot tapota pensivement les lettres. Cela fournit un motif. Peut-être que Béatrice craignait non seulement la révélation du Nouveau Testament, mais aussi celle d'elle-même. Si elle se sentait menacée, si elle pensait qu'un de ses proches pourrait utiliser le secret contre elle. Il laissa la phrase s'éterniser. Morton fronça les sourcils. « Tu penses que Laura le savait ?» Poirot secoua lentement la tête. « Non. Laura n'avait aucune idée de ce secret particulier. Elle a tué pour préserver son avenir avec Julian Croft. » Il regarda vers les fenêtres, où le faible soleil se frayait un chemin à travers la brume. Mais quelqu'un d'autre aurait pu le savoir. Morton se raidit. « Tu ne veux pas dire ?» Poirot sourit faiblement. « Non, mon ami. Le meurtre s'est produit comme nous l'avons résolu. Mais il y a couche dans une maison comme Willowbank, et des secrets qui ne meurent jamais complètement. » Il se leva et empocha les lettres. « Viens. Il y a encore une personne à qui je dois parler. » Poirot trouva Madame Constance Wilmot dans son petit salon entouré de ses broderies. Elle leva les yeux en sursaut lorsqu'il entra, puis se ressaisit rapidement. « À Madame Wilmot, » dit doucement Poirot, « vous avez servi mademoiselle Charteris pendant 20 ans. Vous étiez son amie, sa confidente. » Elle baissa la tête en silence. Poirot s'approcha lentement. « Tu connaissais son secret. » Madame Wilmot tressaillit, mais ne dit rien. La voix de Poirot était gentille. « Tu l'aimais, n'est-ce pas ?» Une seule larme coula sur la joue de la femme plus âgée. « Je l'aimais plus que quiconque au monde, » murmura-t-elle. « Mais elle ne pourrait jamais m'aimer ouvertement. »
Poirot hocha la tête. Et tu es resté fidèle, loyal. Madame Wilmot pressa une main sur son cœur. Elle était tout pour moi. Poirot s'assit en face d'elle. Et lorsqu'elle a décidé de modifier son testament, pour vous récompenser après tant d'années de dévouement, vous avez eu peur que cela ne fasse éclater un scandale. Les lèvres de Madame Wilmot tremblaient. Je l'ai supplié de laisser faire, de garder les choses telles qu'elles étaient. Et quand elle a refusé, Madame Wilmot leva les yeux creux. « Je ne l'ai pas tué, monsieur Poirot, » dit-elle simplement. Mais j'avais peur pour elle, pour ce que les gens diraient. Poirot l'observa pendant un long moment. « Je te crois, » dit-il enfin. Il se leva et ajusta ses poignets. « Vous ne devez pas vous encombrer de culpabilité, madame. L'amour, le véritable amour, n'est jamais un crime. » Il la laissa pleurer doucement dans sa broderie. Plus tard, alors que Poirot se préparait à quitter Willowbank Manor pour de bon, l'inspecteur Morton le rejoignit sur le perron. « Tu es sûr que tu ne veux pas passer la nuit ?» demanda Morton, en plaisantant à moitié. Poirot sourit. « Non, non, mon ami. Mon travail ici est terminé. Willowbank doit se réparer. » Et il se retourna examinant une dernière fois le manoir, les pierres en ruine, les jardins dévastés, les souvenirs. « Il y a beaucoup de souffrance dans cette maison, » dit doucement Poirot, « mais aussi de la résilience. » Morton le regardait avec curiosité. « Vous pensez toujours à une vision d'ensemble, n'est-ce pas ?» Poirot haussa modestement les épaules. « Il le faut, inspecteur. La résolution du crime n'est que la surface. Sous, toujours, se trouvent les tragédies de l'âme, humaine. » Il toucha le bord de son chapeau. « Adieu, Willowbank. » Et sur ce, Hercule Poirot monta dans la voiture qui attendait, laissant derrière lui le domaine lavé par la pluie et ses secrets enchevêtrés. Mais non sans une dernière réflexion, même morte, Béatrice Charteris s'était battue pour protéger sa vérité. Et en fin de compte, ce n'est pas le scandale qui a détruit Willowbank, mais l'amour, la force la plus pure et la plus dangereuse de toutes. Le train de Godalming. À Londres roulait régulièrement à travers la campagne anglaise brumeuse, les champs et les haies se brouillant dans la lumière grise et humide de l'après-midi. Dans une voiture de première classe, Hercule Poirot était assis seul, toujours aussi impeccable, lisant un mince volume de poésie française relié en cuir. Mais même si ses yeux parcourèrent les lignes, son esprit était ailleurs, retraçant chaque pas, chaque mot, chaque regard qui avait tissé la tapisserie tragique du manoir Willowbank. Il ferma le livre avec un léger claquement et regarda pensivement par la fenêtre, son reflet superposé au paysage morne. Tant de douleurs cachées derrière des façades, si distinguées. La porte du compartiment s'ouvrit. Une silhouette familière entra portant un journal et un plateau de thé. « Ah, Hastings !» s'exclama Poirot, son visage s'éclairant. Le capitaine Arthur Hastings, aux larges épaules, au visage vermeil et toujours aussi direct, sourit chaleureusement. « Je pensais que je pourrais te trouver ici, Poirot. J'ai pris le risque que tu sois dans le train de midi. » Il s'assit en face de Poirot, plaçant le thé entre eux. « Je vois que tu as survécu à ton aventure dans une maison de campagne, » taquina Hastings. Poirot inclina gravement la tête. « J'ai survécu, oui. Mais non sans tristesse, mon ami. » L'expression de Hastings devint sobre. C'était donc un meurtre. Poirot hocha la tête. Une jeune femme, Miss Laura Charteris, poussée par la peur et le désespoir vers un acte sans retour. Hastings secoua la tête. Tragique, mais tu l'as résolu, bien sûr. Poirot s'autorisa un petit sourire. Naturellement, mais ce n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Hastings versa le thé avec sa prudence habituelle. « Parle-moi de ça, Poirot. » Poirot se rassit, croisant soigneusement ses mains sur ses genoux. Imaginez, Hastings, une grande maison ancienne, Willowbank Manor. Une formidable matriarche, mademoiselle, Béatrice Charteris, qui a rassemblé sa famille pour l'annonce d'un nouveau testament. Mais avant qu'elle puisse le faire, elle a été foudroyée, assassinée. Hastings hocha la tête, écoutant attentivement. Il y avait un indice, a poursuivi Poirot. Un message écrit avec du sang. Dis « Edouard ».
Naturellement, les soupçons se sont portés sur son neveu Edward Charteris. Mais tu n'étais pas d'accord? Non, c'était trop pratique. Des preuves ont été placées, un presse-papier, un mouchoir, toutes pointant vers Edward. Et puis, lorsque Laura Charteris a été attaquée dans sa chambre, cela a semblé confirmer que le meurtrier était toujours en liberté. Hastings fronça les sourcils. Mais c'était une mise en scène? Poirot hocha la tête. Précisément. Laura a organisé l'attaque pour détourner les soupçons. Elle avait frappé sa tante lors d'une dispute au sujet de sa relation avec un jeune homme, Julian Croft. Miss Charteris désapprouvait, menaçait de déshériter sa nièce. Dans un moment de passion, Laura l'a tué. Il sirota pensivement son thé. Mais, a ajouté Poirot, sous cette tragédie se cache une autre tragédie, un secret plus profond. Hastings se pencha en avant. Quel secret? La voix de Poirot baissa. Mademoiselle, Charteris dans sa jeunesse avait aimé une autre femme. Un amour interdit, caché pendant des décennies. Les lettres existaient toujours, cachées. Hastings siffla doucement. Mon Dieu! Poirot hocha la tête. Une telle révélation, si elle avait été révélée, l'aurait détruite à son époque. Même dans la mort, elle a cherché à protéger sa dignité. Hastings secoua lentement la tête. Tu sais, Poirot, parfois je pense que tu n'es pas qu'un détective. Tu es un confesseur. Poirot sourit faiblement. J'écoute, mon ami. C'est tout. Et en écoutant, j'entends ce que les autres négligents. Il se pencha en arrière et regarda défiler la campagne. Il ne suffit pas d'arrêter le meurtrier, Hastings. Il faut comprendre le pourquoi. Hastings sirota son thé pensif. Et que se passe-t-il maintenant? Laura Charteris sera jugée, dit doucement Poirot. Elle répondra de son crime. Mais la maison, l'héritage, les souvenirs, ils restent. Il soupira. Et Willowbank se rétablira. Avec le temps. Il y eut un long et confortable silence entre eux. Finalement, Hastings dit « Vous ne pensez pas qu'Edward Charteris était entièrement innocent, n'est-ce pas ?» Poirot sourit. « Ah, Hastings, très observateur. Non, Edward n'est pas un meurtrier, mais il n'est pas innocent. Il a caché des dettes. Il espérait manipuler les affections de sa tante. Si elle avait vécu, il se serait retrouvé déshérité. » Hastings secoua la tête. « Une famille pourrie, à ce qu'on entend. » Poirot haussa délicatement les épaules. « Pas pourri, mon ami, simplement humain. » Il jeta un coup d'œil à Hastings. « Dis-moi, crois-tu que tu tuerais un jour par amour ?» Hastings rougit légèrement. « Bon Dieu, Poirot, j'espère que non. » Poirot sourit. « Et pourtant, l'amour est le motif le plus puissant de tous. Plus fort que l'avidité, plus fort que la jalousie. Il pousse les hommes et les femmes à des actes d'un grand héroïsme et d'une grande horreur. Il se tut perdu dans ses pensées. Hastings, sentant la gravité du moment, ne dit rien. Le train fila vers Londres, traversant la brume et la pluie, les ramenant dans un monde de préoccupations ordinaires et de crimes, banals. Mais l'esprit de Poirot s'attardait sur Willowbank, parmi la grandeur fanée, les loyautés brisées, les échos fantomatiques de l'amour interdit. Enfin, il reprit la parole, doucement. « Il n'y a pas de crime si monstrueux, dit-il, dont l'amour ne puisse en être la racine, et aucun mensonge aussi convaincant que celui que l'on se raconte pour l'excuser. » Il se redressa, ajustant ses poignets avec sa minutie habituelle. « Mais viens, mon ami, nous avons d'autres affaires, d'autres énigmes qui nous attendent. » Hastings sourit. Un autre meurtre? Poirot sourit malicieusement. Peut-être, ou peut-être seulement un vol, un joyau manquant, un héritage perdu. Il se tapota la tempe. Mais toujours, Hastings, il y a le même principe. Utiliser les petites cellules grises. Le coup de sifflet. Du train retentit alors que Londres surgissait sous la pluie. Poirot leva légèrement son chapeau pour saluer la ville. Et ainsi, avec un sang-froid impeccable, Hercule Poirot est revenu au monde, laissant derrière lui Willowbank Manor et, ses leçons tragiques, mais emportant avec lui, comme toujours, la tranquille connaissance que sous la surface de toutes les vies humaines,
le cœur reste le plus grand mystère de tous. 2 jours plus tard, Hercule Poirot se tenait à nouveau dans les murs sombres du manoir Willowbank. Par arrangement spécial et à la demande de Poirot, les autres membres de la maison, ainsi que l'inspecteur Morton, avaient été invités à se rassembler une dernière fois dans le grand salon. L'atmosphère était tendue par le malaise. La pluie dehors chuchotant contre les fenêtres comme un fantôme agité. Poirot, impeccablement vêtu d'un costume gris tourterelle, se tenait près de la cheminée. Sa présence était imposante, mais posée, son expression grave mais teintée de compassion. Quand tous furent rassemblés, Edward Charteris, Julian Croft, le colonel Fanshawe, Madame Wilmot et le reste du personnel de maison, Poirot s'éclaircit doucement la gorge. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, je vous demande ici non de nouvelles accusations, mais de la compréhension. Il est juste que la vérité, toute la vérité soit mise à nu, pour votre paix et pour celle de la maison elle-même. » Il y eut un léger murmure de confusion, mais tous les yeux restèrent fixés sur lui. Poirot joignit les mains derrière le dos. « Tout d'abord, rappelons la séquence des événements, » a-t-il déclaré sèchement. « Mademoiselle Béatrice Charteris a convoqué sa famille pour annoncer un nouveau testament. Cette nuit-là, elle a été tuée. Des preuves ont été découvertes. Le message écrit avec du sang, le presse-papier caché, le mouchoir taché, suggérant toutes que la culpabilité appartenait à Edward Charteris. » Il jeta un coup d'œil à Edward, qui croisa son regard, avec défi. « Mais comme vous le savez maintenant, les preuves ont été soigneusement préparées, » a déclaré Poirot. « Cela a été conçu pour piéger Edward, pour détourner les soupçons du véritable meurtrier. » Un frisson parcourut la pièce. Poirot se tourna légèrement, faisant les 100 pas avec une lenteur délibérée. Le véritable indice résidait dans ce que mademoiselle Charteris a essayé de nous dire avec ses dernières forces. Dites, Edwy, n'était pas, comme beaucoup le pensaient, une référence à Edward lui-même, mais à l'objet utilisé dans l'attaque, un presse-papier édouardien. Son message était descriptif, pas accusateur. Poirot fit une pause, laissant les implications pénétrer. C'est Laura Charteris qui, dans un moment de désespoir et de panique, a frappé sa tante. Elle craignait la perte de son amour, la perte de son avenir avec Julian Croft. Elle craignait d'être révélée, et c'est pourquoi elle l'a tué. La pièce restait immobile. La voix de Poirot s'adoucit. Mais la tragédie ne s'arrête pas là. Mademoiselle Charteris portait elle aussi un secret qu'elle avait caché toute sa vie. Un amour interdit à son époque, un amour dont, même après la mort, elle craignait qu'il ne fasse honte à son... « Non !» Il tourna ses yeux vers Madame Wilmot qui pleurait doucement dans son mouchoir. « Vous, madame, connaissiez ce secret. Vous l'avez protégé de toutes vos forces, même après sa mort. » Madame Wilmot hocha la tête en silence, les larmes coulant sur son visage. Le regard de Poirot parcourut à nouveau la pièce. « Ainsi, voyez-vous, chaque action, chaque tromperie, chaque tragédie n'est pas née de la simple cupidité ou de la haine, mais de l'amour, un amour tordu et désespéré. » Il retourna vers le foyer, ses mains reposant désormais légèrement sur le manteau. Edward Charteris, bien qu'innocent de meurtre, a cherché à manipuler les affections de sa tante pour récupérer sa propre fortune dilapidée. Julian Croft, bien que n'étant pas un tueur, a laissé l'ambition et la passion obscurcir son jugement, contribuant ainsi à dissimuler des vérités vitales. Le colonel Fanshawe, bien qu'irréprochable dans ses actes, nourrissait des ressentiments qui l'aveuglaient sur les courants tourbillonnant autour de lui. Poirot sourit tristement. Tous humains, tous imparfaits. L'inspecteur Morton, debout, à côté de la pièce, s'éclaircit la gorge. « Le dossier contre Laura est ouvert et clos, » dit-il d'un ton lourd. « Elle sera jugée. » Poirot inclina gravement la tête. « La justice sera rendue, oui. Mais rappelez-vous, mes amis, la vraie justice doit toujours être tempérée par la compréhension. » Il se tourna vers la maison assemblée. « Willowbank Manor a été blessé, profondément. Mais il peut guérir, si vous le permettez. Que la
vérité, aussi douloureuse soit-elle, soit un début et non une fin. Il y eut un long silence, interrompu seulement par le doux crépitement de la pluie. Finalement, le colonel Fanshawe remua. « Vous avez fait votre travail, Poirot, » dit-il d'un ton bourru, « mais tu l'as fait avec plus de gentillesse que la plupart des autres. » Poirot s'inclina légèrement. « Je cherche toujours, colonel, à équilibrer la balance, non seulement à peser la culpabilité, mais à comprendre l'humanité. » Edward Charteris eut un rire vif et amer. « Vous comprenez trop, monsieur Poirot. C'est là le problème. » Poirot sourit faiblement. « Peut-être, monsieur. Mais c'est la compréhension et non la condamnation qui nous sauve. » Sur ce, il se retourna, récupérant ses gants et son chapeau. « Comme ma tâche ici est terminée, je vais maintenant prendre congé. Je vous souhaite la paix, mes amis, et, si vous êtes sages, le pardon. » Sans un autre mot, Hercule Poirot franchit le grand seuil du manoir Willowbank et entra dans l'après-midi brumeux. Le taxi roulait sur le chemin de campagne, emmenant Poirot vers la gare. Il s'assit, tandis que la campagne défilait, l'esprit curieusement apaisé. Pourtant, alors qu'il regardait les nuages gris s'écarter légèrement pour révéler un rayon de soleil pâle, il s'autorisa une petite réflexion philosophique. Dans chaque crime, songeait-il, il n'y a pas seulement une violation de la loi, mais aussi un abus de confiance, d'amour et d'espoir. Et c'est le devoir du détective, non seulement d'attraper le criminel, mais aussi de comprendre la blessure qui s'est transformée en violence. Il sourit légèrement. « Ah, mais toujours, mon cher Hastings, dirait que je deviens sentimental. » Il ajusta plus fermement son chapeau sur sa tête et ferma les yeux, content de dériver pour une fois en paix. Les mystères de Willowbank avaient été résolus, les secrets avaient été dévoilés, et Hercule Poirot, toujours précis, toujours compatissant, avançait, prêt pour la prochaine énigme que le monde offrirait à ses petites cellules grises.